Voici Londres. Voici une nouvelle de très grande importance. Voici notre quart d'heure français de l'après-midi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo du vrai du faux. Donc dans la vidéo précédente, nous avons vu qu'Hitler est arrivé deuxième après Hindenburg au premier tour des élections présidentielles et nous allons reprendre là. Donc pour ce deuxième tour des élections, le parti du NSDAP se mettra encore à fond. Donc comme dit dans les vidéos précédentes, Hitler voyage en avion et en même pas 20 jours, il fait plus d'une soixantaine de villes. Donc comme dit, il prend l'avion pour aller dans un secteur et après il voyage en véhicule, il fait les villes autour de l'aérodrome. Donc en gros, les meetings sont déjà organisés par le NSDAP, donc il y a des personnes qui parlent au public. Hitler arrive, il parle une demi-heure, rarement il dépasse les 30 minutes de parole, et ensuite il reprend la route pour aller ailleurs, et après d'autres personnes parlent au public. Donc les gens, quand ils vont à un meeting du NSDAP, c'est des meetings qui durent quasiment 3 heures. En sachant, comme je l'ai déjà dit, que d'autres personnes importantes du NSDAP parlent également dans des meetings à droite, à gauche. Donc le but est de couvrir le maximum de villes et villages. Goebbels, par exemple, peut parler dans 4 brasseries en une nuit. Donc pareil, il vient, il parle une demi-heure et après il change de brasserie, etc. pour justement que le plus grand nombre de personnes puissent entendre la bonne parole. Nous ne sommes pas à l'époque d'Internet, donc là, tout le monde est obligé de bouger. Donc après, il y a également les affiches, les tracts et aussi des disques enregistrés pour être écoutés sur les gramophones. Et de ce que j'ai trouvé, ils ont enregistré 50 000 disques pour justement aller dans les villages les plus éloignés. Et il y a également des films où des discours d'Hitler sont filmés et également ils sont passés par les SA dans les villes et villages où il n'y a pas de meeting du NSDAP. Donc le parti du NSDAP sont les premiers dans la campagne présidentielle. Les autres partis se donnent à fond aussi, mais ils n'ont pas les moyens du NSDAP. Donc sur les affiches, par exemple, nous pouvons voir que le parti nazi dit que Hitler c'est le dernier espoir de l'Allemagne, etc. Hindenburg de son côté, ses affiches disent qu'il n'a aucun intérêt, que son seul intérêt c'est l'Allemagne et qu'il ne répond qu'à Dieu. Et il est dit aussi que dans les discours d'Hitler, il n'y a plus autant d'attaques contre ses ennemis, mais là il cherche plutôt à appeler le peuple allemand à lui en leur promettant qu'avec lui, l'avenir sera lumineux. Et de ce que j'ai trouvé, il est dit aussi qu'il a travaillé sa voix et ses postures avec le chanteur d'opéra Paul de Vrian. Donc je le répète, Hitler fait un show et tous ses meetings sont des shows, aussi bien sa voix, les phrases qu'il dit, ses postures, tout cela est un show pour séduire le public. Le 5 avril, le chancelier Brüning envisage la dissolution des SA et des SS. Le 8 avril, le général Wilhelm Groener, ministre de l'Intérieur et de l'Armée, réunit son état-major pour prendre les dispositions nécessaires en cas de mutinerie des SA et des SS. Le 9 avril, embrouille entre le général Kurt von Schleicher et le général Wilhelm Groener parce que le général Kurt von Schleicher est favorable à la formation des SA et des SS et von Schleicher fera tout pour essayer de limoger Groener et également de faire remplacer Brüning. Donc le général Kurt von Schleicher est pro-nazi et il est très proche de Röhm. Le 10 avril, deuxième tour des élections présidentielles, Hindenburg est élu à 52,93% des voix, ce qui lui fait 19 360 000 voix.
Hitler est second avec 36,68%, ce qui lui fait 13 419 000 voix. Donc Hitler est encore une fois deuxième, il perd les élections. Donc des fois vous entendez souvent que les Allemands ont eu ce qu'ils méritaient parce qu'ils ont mis Hitler au pouvoir, alors que non, Hitler est arrivé deuxième et c'est les gros industriels qui ont fait que Hitler devienne chancelier. Mais nous y reviendrons. Donc les présidentielles sont terminées, mais les élections ne sont pas finies pour autant dans toute l'Allemagne. Maintenant, il y a les élections des régions. Et là, encore une fois, le NSDAP va aller dans les petites villes et villages éloignés où personne ne va pour justement séduire la population. Le 13 avril 1932, un décret de Hindenburg interdit l'ASA et l'ASS devant la perspective d'un coup d'État militaire. En même temps, l'ASA et l'ASS sont des unités très violentes, donc Hitler s'y soumet, il accepte l'interdiction, mais Röhm négocie avec Schleicher dans le dos d'Hitler pour essayer d'incorporer l'ASA à la Reichswehr. Et le prince héritier Wilhelm proteste également auprès du ministre de l'Intérieur et de l'armée Gröner contre l'interdiction de la SA, en sachant que les casques d'acier également devront enlever leurs uniformes, mais les socialistes et les communistes pourront garder leurs unités entre guillemets combattantes. Donc, bien que Hitler est deuxième, d'après Goebbels, Hitler est plutôt content parce qu'ils ont gagné énormément de voix et il se doute bien que dans les régions, ils seront vainqueurs. Malgré cela, les SA sont démoralisés, donc c'est ce que Goebbels nous dit dans son journal, et Hitler dira « Ne perdez pas la foi en l'avenir de notre peuple, en la grandeur de notre patrie et en la victoire de notre cause ». Le 24 avril, lors des élections, le NSDAP est en tête dans la région de Prusse, de Bavière, du Württemberg, de Hambourg et du Anhalt. Pour la région de Prusse, le NSDAP obtient 162 sièges. De plus, le NSDAP est en nette progression un peu partout en Autriche. Le 26-27 avril, Röhm rencontre le général von Schleicher pour se plaindre justement que l'ASA est interdite, et von Schleicher rassure Röhm en lui disant que cela n'est que temporaire et que la Reichswehr est avec la SA. Donc Schleicher, lui, aimerait bien que le gouvernement de Brüning tombe, et le fait d'avoir Hitler de son côté, pour lui c'est un plus, parce que Hitler a énormément de poids dans la politique. Et Schleicher aimerait bien que l'ASA soit incorporée à la Reichswehr. Donc Röhm, lui, est de cet avis, mais Hitler n'est pas chaud pour ce genre d'histoire, parce que cela voudrait dire que l'ASA serait subordonnée à l'État, et donc elle ne serait plus entre ses mains. Et Schleicher fait sous-entendre qu'il peut faire entrer Hitler dans le gouvernement, mais Hitler ne va pas dans ce sens. En sachant que le lendemain de la rencontre de Röhm et de Schleicher, c'est Hitler et Goebbels qui rencontrent Schleicher. Donc, pour ce mois d'avril, Goebbels nous parle de l'affaire 175 de Röhm. Donc, n'oublions pas que l'affaire 175 en Allemagne à cette époque, c'est l'homosexualité. Et Goebbels dit que l'affaire 175 de Röhm leur donne bien du souci, que les lettres compromettantes sont authentiques. Donc, vu dans les vidéos précédentes, des lettres sur l'homosexualité de Röhm ont été données aux hommes politiques de Brüning et à la presse. Röhm avait démenti, et là, les lettres sont authentifiées, donc c'est officiel, Ernst Röhm est homosexuel. Donc, comme dit dans les vidéos précédentes, au début, il dément, et une fois que tout le monde est au courant, il s'en fout. En gros, il dit « je suis homo, et alors ?»
mais cela dérangera certains cadres du parti du NSDAP, ce qui divisera également la SA. Donc Goebbels dit qu'il est très fatigué par la campagne électorale, que si la campagne devrait durer encore un mois supplémentaire, il finirait dans un asile de fous. Il parle également qu'il y a énormément de rumeurs dans tous les sens, aussi bien sur Hitler que d'autres membres du parti nazi. Bon, c'est des rumeurs qui partent dans tous les sens. Il y a une rumeur comme quoi Goebbels est mort empoisonné alors qu'il est bien vivant, etc., etc. Il parle également de tous les meetings qu'il fait, donc toutes les brasseries où il parle, et lors des élections présidentielles, bien qu'ils sont deuxièmes, Goebbels écrit que c'est une victoire écrasante pour eux. Donc après, Goebbels nous parle de l'interdiction de l'ASA, il dit que la police investit les bâtiments de l'ASA et qu'il a le cœur serré. Goebbels nous dit également qu'à un moment donné, il rentre chez lui avec Hitler et Puzzi, et que Puzzi en vient aux mains avec, malheureusement, il n'y a pas le nom de la personne, et Puzzi, dans ses livres, n'en fait pas mention. Et Goebbels nous dit également que Röhm se plaint de Göring et de Stresser, en sachant que beaucoup de personnes se plaindront de Göring, en disant qu'il n'en fait qu'à sa tête en Prusse. Et Goebbels dit que Stresser et Göring sont totalement à éliminer. Donc quand il dit éliminer, cela veut dire les faire partir de leur poste et non éliminer comme nous pouvons l'imaginer. Et Goebbels nous parle encore de ses problèmes avec la justice et il y aura une amende de 500 marks. Le 1er mai 1932, dans plusieurs grandes villes d'Allemagne, de violentes bagarres opposent les communistes au NSDAP à l'occasion justement du 1er mai. Et le 1er mai également, Joachim von Ribbentrop adhère au parti nazi. Nous le verrons par la suite, Joachim von Ribbentrop sera un intime d'Hitler. Le 6 mai, le ministre des Finances du gouvernement de Brüning, Hermann Dietrich, propose de réduire la durée légale du travail afin de fournir des emplois aux chômeurs, qui sont toujours plus de 6 millions pour ce mois de mai 1932. Et également le 6 mai, attentat contre le président français Paul Doumet, qui se fait tirer dessus par Paul Gorgoulov. Et le président français décédera de ses blessures le 7 mai 1932. Le 8 mai, le général Kurt von Schleicher rencontre Hitler et Oskar von Hindenburg, le fils du président, ainsi que le secrétaire d'État Otto Messner, et von Schleicher informe Hitler que Brüning est sur le point de sortir et qu'un nouveau gouvernement sera bientôt formé, et Hitler s'engage à tolérer le nouveau gouvernement si l'interdiction des SA et SS est levée. Le général von Schleicher accepte l'accord. Le 10 mai, il y a de grosses tensions au sein du Reichstag. Les députés du NSDAP demandent à ce que la SA et la SS soient de nouveau autorisés. Et Gregor Stresser propose un programme de travaux, de routes et de logements pour une somme de 10 milliards, ce qui permettra de créer 2 millions d'emplois. Et Gregor Stresser fera également un discours en attaquant le système en disant que le système économique actuel est incapable de répartir correctement les richesses et la production de la nation, et il dit que le système est faux et doit être modifié. Göring dira également lors de cette rencontre au Reichstag, en assaillant le ministre de l'Intérieur et de la Défense Wilhelm Gröner, « Ne pensez pas qu'en enlevant sa chemise brune, vous pouvez emporter l'esprit de l'homme de la SA. Alors que les autres partis changent leur politique comme leur chemise, pour nous l'esprit de la politique reste les mêmes, malgré l'interdiction et la terreur. La fidélité et la camaraderie, qui pour beaucoup d'entre vous sont devenus un fantôme, comme votre serment, pour nous, sont fondamentales pour l'union des hommes allemands, qui sont unis pour leur pays et leur peuple. Un gouvernement qui, en interne, en externe et en économie politique, a perdu toutes les batailles, ne peut plus demander la confiance. Il en a toujours été ainsi dans l'histoire. Lorsqu'un général a perdu une bataille,
il doit partir. Les troupes ne sont pas là pour signer à mort pour un général, et un peuple n'existe pas pour être ruiné par un gouvernement, qui ne peut pas maîtriser la situation. Nous déclarons donc aujourd'hui que le cabinet ne jouit plus de la confiance du peuple. Les gens réclament de nouveaux hommes, le cabinet Brüning doit partir, il doit disparaître, afin que l'Allemagne puisse survivre. Donc nous savons que Wilhelm Grüner se lève pour répondre et les députés nazis se mettent à hurler, donc il ne peut pas parler, et le général von Schleicher lui dit qu'il n'a plus la confiance de la Reichswehr et qu'il doit démissionner du gouvernement. Le 12-13 mai, le ministre de l'Intérieur et de la Défense Grüner démissionne à cause de la pression et c'est le général Kurt von Schleicher qui devient le nouveau ministre de la Défense. Et Göring dira sur le général Kurt von Schleicher: tout chancelier qui a Herr von Schleicher de son côté doit s'attendre tôt ou tard à être coulé par la torpille Schleicher. Le général von Schleicher aurait vraiment dû être un amiral, car son génie militaire réside dans le fait de tirer sous l'eau sur ses amis politiques. Donc je ne rentre pas trop dans les détails sur cette période politique, mais il faut savoir qu'à cette époque, en Allemagne, c'est Game of Thrones. Tout le monde complote sur tout le monde, aussi bien les nazis entre eux que les autres partis entre eux. C'est vraiment un gros bordel. Le 15 mai, le président Hindenburg reçoit Hitler et Göring, et Hitler exige la dissolution immédiate du Reichstag et de nouvelles élections qui reflètent l'esprit de ce que souhaite le peuple. Et il veut la levée de l'interdiction de la SA et de la SS. Le 17 mai, le général Kurt von Schleicher rencontre de nouveau Hitler, et le 18 mai, le général Kurt von Schleicher refuse de succéder au général Grüner comme ministre de l'armée, et il considère qu'un simple remaniement du gouvernement n'est pas suffisant et qu'il faut de nouvelles élections pour le Reichstag. Et le 18 mai également, Hitler rencontre des gros industriels pour obtenir des financements pour le NSDAP. Donc il y a des gros industriels allemands, italiens et suisses. Le 20-21 mai, Göring rencontre de nouveau l'ancien Kaiser Guillaume II. Le 25 mai, certains membres du Parti communiste essayent de faire la paix avec le NSDAP parce qu'ils ont les mêmes objectifs et ils ont l'objectif également de faire tomber le Parlement pour justement de nouvelles élections. Mais d'autres communistes refusent et le 25 mai, dans le Parlement prussien, les députés communistes et les députés du NSDAP en viennent aux mains et cela sera très violent. Donc il est dit que la bagarre se fait entre les communistes et le NSDAP, mais le NSDAP met tous les députés dehors et seul le NSDAP reste dans la salle. Donc pour dire en gros que ce sont les vainqueurs, tout le monde s'est sauvé. Donc Hitler se fera raconter cet événement et il sera content et s'en frottera les mains. Donc cet affrontement aura pour conséquence 8 blessés graves. Le 29 mai, le NSDAP obtient la majorité dans la région d'Oldenburg. Le président Hindenburg convoque le chancelier Brüning et exige de lui une orientation politique plus à droite, cessation de toute négociation avec les syndicats, répression des actions revendicatrices des paysans de l'Est, ainsi que la levée de l'interdiction de la SA et de la SS. Hindenburg dira également à Brüning: « Je suis informé que vous avez des ministres avec des plans bolcheviques dans votre cabinet. Cela ne peut pas continuer. » Le 30 mai, le chancelier Brüning présente sa démission et le NSDAP lance une vaste campagne de propagande, tout le pouvoir à Adolf Hitler. Le général von Schleicher par la suite ira rencontrer von Papen pour lui dire que le président Hindenburg souhaite que von Papen soit chancelier. Franz von Papen dira: « Je suis retourné voir monsieur von Schleicher. Je lui ai dit, j'ai décidé de ne pas accepter. Monsieur von Schleicher a déclaré: « Cela ne vous fera aucun bien, le président vous veut en toutes circonstances. » J'ai répondu à monsieur von Schleicher: « Le président a probablement une mauvaise conception des forces politiques.
que je lui apporterai pour son gouvernement. Il pense probablement que le centre me soutiendrait politiquement, mais c'est hors de question. Et von Papen rajoutera qu'il est parti voir le chef du parti du centre pour voir quel était leur état d'esprit, et le président du parti du centre dira « Herr von Papen, n'acceptez pas le bureau, le parti s'opposerait immédiatement à vous. » Et lui de répondre « Merci, c'est ce que je pensais. » Donc von Papen dit qu'il est parti voir Hindenburg pour lui expliquer la situation, et Hindenburg dira « Je ne vous ai pas appelé parce que je voulais le soutien d'un parti à travers vous, je vous ai appelé parce que je veux un cabinet d'hommes indépendants. Vous ne pouvez pas me laisser un vieux soldat dans le pétrin quand j'ai besoin de vous. » Et von Papen dira que finalement il a accepté le poste de chancelier. Donc le 31 mai, dans la foulée de la démission de Brüning, le président Hindenburg charge Franz von Papen de la formation du nouveau gouvernement du Reich. L'ambassadeur français à Berlin, François Poncet, dira sur von Papen « Le choix du président a rencontré l'incrédulité. Personne n'a souri, ou a titillé, ou ri parce que von Papen avait la particularité d'être pris au sérieux par ses amis et par ses ennemis. Il était réputé être superficiel, maladroit, faux, ambitieux, vain, rusé et intrigant. » Donc, entre guillemets, je ne sais pas si je l'ai déjà précisé, mais l'ambassadeur de France à Berlin, François Poncet, rapporte beaucoup d'histoires sur l'Allemagne de cette époque, ce qui est bien parce que nous voyons le point de vue d'un non-allemand à cette époque. Et lorsque les gens demanderont au général Kurt von Schleicher pourquoi von Papen, il dira « Je ne suis pas l'âme du cabinet, mais je suis peut-être sa volonté. » Et il rajoutera « Dans la plupart des cas, il doit y avoir une certaine frivolité. Les gens disent parfois que M. von Papen est frivole, mais c'est ce dont nous avons besoin. » Et il rajoutera que von Papen n'a pas besoin de tête, son travail consiste à être un chapeau. Donc une des choses aussi à savoir sur von Schleicher, c'est qu'il s'imagine tenir Hitler. Donc en gros, il veut se servir d'Hitler pour lui-même accéder au pouvoir. Kurt von Schleicher est très ambitieux, mais il ne se rend pas compte qu'Hitler est ambitieux également, et il a des amis très ambitieux. Donc pour ce mois de mai, Goebbels nous dit qu'il passe du temps avec Hitler, ils font des pique-niques, que tout se passe bien, qu'il fait beau, et il nous raconte aussi qu'Hitler parle de son enfance. Et un sujet intéressant, c'est qu'Hitler et sa sœur parlent à Goebbels et lui disent justement que Hitler a quitté son domicile étant jeune et qu'il a disparu pendant 14 ans et qu'il est réapparu chez sa sœur à Vienne en 1921. Et là, Goebbels raconte que la famille d'Hitler pensait qu'il était mort. Donc, parole intéressante parce que je vous l'avais déjà dit, lors de la Première Guerre mondiale, lors de ses permissions, certains historiens disaient qu'Hitler était parti rendre visite à sa famille, et je vous avais dit que sa sœur, déjà, elle-même de son côté, avait dit que Hitler avait disparu, et qu'il était revenu du jour au lendemain en 1921, et qu'il avait tapé à la porte comme si de rien n'était, comme s'il n'était jamais parti. Et là, dans le journal intime de Goebbels, nous avons encore la confirmation de cette histoire, qui est elle-même racontée par Hitler et la sœur d'Hitler. Donc il faut penser que les historiens qui disent qu'Hitler rentrait chez lui pour ses permissions n'ont pas pris en compte les paroles de la sœur d'Hitler et le journal intime de Goebbels. Goebbels parle également du président français qui s'est fait tuer par balle, et il parle des rencontres entre Schleicher, Messner et le fils d'Hindenburg. Il dit que tout se passe bien, qu'il trinque, et que l'objectif c'est la chute de Brüning. Et Goebbels écrit « Le vieux va lui retirer sa confiance ». Schleicher met tout en œuvre dans ce sens. Messner était bien, mais le jeune Hindenburg est un peu bête. Le Reichstag va être dissous, les lois d'exception vont tomber. Nous allons retrouver notre liberté d'agitateur et livrer notre chef-d'œuvre. Il dit que Hitler se réjouit de toute cette histoire, mais Goebbels se dit en lui-même qu'il ne faut pas se réjouir trop vite. Goebbels également nous fait part d'une erreur de Göring. Il semblerait qu'il ait dit à Messner que le cabinet présidentiel ne serait que provisoire, et il dit que Hitler est en furie
contre Göring. Il dit « Il est rouge de colère contre le gros cul ». Goebbels dira qu'il n'a jamais vu Hitler dans une telle furie et il dit que Göring est désavoué. Goebbels nous parle également qu'Hitler a un entretien avec un Anglais. Malheureusement, nous ne savons pas qui est cet Anglais. Nous savons aussi également, entre guillemets, que Poutine nous dit Hitler a un rendez-vous dans ces années-là avec un Japonais. Donc il semblerait que c'est un diplomate important. Et justement, il demande à Hitler ses vues sur le Pacifique, si ils comptent reprendre leurs anciennes colonies allemandes. Et Hitler leur dit qu'il n'a aucune vue sur les anciennes colonies allemandes, que le Japon peut être tranquille de ce côté-là. Donc tout ça pour dire que les autres pays s'intéressent beaucoup à la politique allemande et ils se rendent compte qu'Hitler est un prétendant sérieux pour le trône. Goebbels nous parle également qu'il va dans un port de guerre, il visite des bâtiments de guerre, des torpilleurs, etc. et qu'il dîne avec les officiers. Il dit que les officiers sont sympathiques et que les officiers lui disent que eux et leurs hommes ne lisent que le Volkitscher Beobacher et Landgrif. Donc, je le redis entre parenthèses, mais je l'ai déjà dit plus tôt et j'en reparlerai, l'armée la plus fanatisée sous le Troisième Reich, c'est la marine. Et les marins devront lire par obligation les revues nazies, les journaux nazis et leurs officiers leur poseront les questions pour être sûr que leurs hommes les ont bien lus, quand le NSDAP aura pris le pouvoir. Et après, Goebbels nous parle forcément de la démission de Brüning, de leur victoire. Le 1er juin, entrée en fonction de von Papen en tant que chancelier et du nouveau gouvernement, qui est appelé le cabinet des barons, parce que 7 ministres appartiennent à la noblesse, 2 viennent de la grande industrie, et le général Kurt von Schleicher est en charge du ministère de l'armée. Donc son prédécesseur était en charge de l'intérieur et de l'armée, mais Kurt von Schleicher est en charge seulement de l'armée. Le 2 juin, en Prusse, au Parlement de Prusse, les communistes et les nazis unissent leurs forces et adoptent une motion de censure contre le gouvernement. Donc, comme dit dans des vidéos précédentes, de temps en temps, les communistes et les nazis se mettent d'accord pour faire passer certaines lois ou être contre certaines lois ou certains gouvernements. Le 3 juin, von Schleicher rencontre une nouvelle fois Hitler et le 3 juin également, les communistes mobilisent 100 000 manifestants et organisent une journée antifasciste à Berlin. Le 4 juin, le président Hindenburg dissout le Reichstag, comme l'avait promis von Schleicher à Hitler, et l'élection est prévue pour le 31 juillet 1932. Le 5 juin, le NSDAP recueille 49% des suffrages aux élections de l'État de Mecklembourg-Schwerin. Donc le NSDAP a la majorité dans cette région. Donc en gros c'est 48,9%, mais j'arrondis à 49%. Le 10 juin, le Parti communiste lance la semaine antifasciste. Le 13 juin, Franz von Papen reçoit pour la première fois Hitler dans son cabinet en tant que chancelier du Reich. Hitler lui dira « Je considère votre cabinet que comme une solution temporaire et je poursuivrai mes efforts pour faire de mon parti le plus fort du pays. La chancellerie me sera alors dévolue. » Et Hitler demandera aussi la levée de l'interdiction pour l'ASA et l'ASS. Franz von Papen dira de cet entretien « Le but de cet entretien était de déterminer dans quelles conditions Hitler serait disposé à tolérer mon gouvernement. Mon programme contenait tant de points dans le domaine social qu'une approbation de ce programme par les national-socialistes était à prévoir. La condition d'Hitler pour une telle approbation du programme gouvernemental était la levée de l'interdiction des uniformes pour les SS, c'est-à-dire l'égalisation politique de son parti avec les autres partis. J'étais d'accord à ce moment-là, d'autant plus que l'interdiction des SS par le gouvernement Brüning était une injustice évidente.
Les SS, ou plutôt les SA, avaient été interdits, mais les formations en uniforme des socialistes et des communistes n'avaient pas été interdites. Le résultat de ma promesse à Hitler était que Hitler s'obligeait à tolérer mon gouvernement. Le 14 juin, réduction des allocations de chômage et augmentation des retenues à la source sur les salaires. Le chancelier von Papen s'insurge contre les gouvernements antérieurs qui ont transformé l'État en une institution de bienfaisance et par là même affaibli les forces morales de la nation. Le 15 juin, levée de l'interdiction de la SA et de la SS. Le 16 juin, ouverture de la conférence de Lausanne sur les réparations allemandes et le chancelier Franz von Papen est présent. Le 17 juin, la Prusse, la Bavière et le Wurtemberg refusent de lever l'interdiction concernant la SA et la SS. Le 19 juin, élection pour la région de Hesse, le NSDAP obtient 43,9% des suffrages et en fait le premier parti de Hesse. Le 20 juin, à l'hôtel Kaiserhof à Berlin, Hitler rencontre des banquiers, des hommes d'affaires, des délégués de grands groupes industriels et des représentants des grands propriétaires terriens. Le 26 juin, Hitler s'adresse aux dirigeants SA et leur dit d'oublier leur idée de prendre la place de la Reichswehr lorsque le parti prendra le pouvoir. Hitler dira que la Reichswehr allemande est patriotique, compétente, dirigée par des professionnels et mérite leur soutien. Que la SA est un bras de la direction politique et qu'il n'est pas prêt à leur donner un autre rôle. Les dirigeants de la SA ne sont pas enthousiastes, mais Röhm remercie le Führer pour son explication et lui assure la fidélité de la SA. Donc, nous pouvons voir déjà les premières tensions qui vont arriver après la prise de pouvoir d'Hitler, Röhm voulant devenir ministre de l'armée et faire que la SA intègre la Reichswehr. Et par la même occasion, dégager tous les officiers et le commandement de l'armée. Ce qui n'est pas l'objectif d'Hitler, et il leur dit bien en cette date du 26 juin 1932. Mais en cette date, c'est vrai que l'ASA pense à dégager la Reichswehr, non pas à s'intégrer à elle, mais à complètement la dégager et prendre sa place. Le 28 juin, le Parti social-démocrate refuse la proposition communiste de constituer un front populaire contre le fascisme. Pour ce mois de juin, les affrontements entre communistes et SA ont fait 82 morts et 400 blessés. Goebbels nous dit pour ce mois de juin, il nous parle forcément de la prise de pouvoir de von Papen et que tout est dans l'ordre parce que le Reichstag sera dissous et l'ASA sera de nouveau autorisée. Et il se prépare déjà pour les élections du Reichstag. Il leur faut une majorité écrasante. Goebbels nous dit également qu'il achète une nouvelle voiture pour le journal Landgrif et une nouvelle voiture pour lui-même. Goebbels qui sera un grand admirateur de véhicules et qui s'est embourgeoisé. Goebbels nous parle également d'un discours radiophonique de stresseur et il dit insuffisamment agressif, trop homme d'État. Cet homme pourrait devenir dangereux pour Hitler. Goebbels nous parle également qu'avant que l'autorisation des uniformes ne soit remise au goût du jour, il se promène avec des chefs SA, ils vont dans les grands restaurants et ils baladent un peu partout en uniforme et il dit que la police ne s'occupe pas d'eux. Donc cela n'était qu'une provocation de Goebbels, mais la police n'y a pas répondu. Dans tous les cas, quelques jours après, l'interdiction des SA est levée. Et Goebbels fait mention que la tension est très grande dans Berlin et qu'une guerre civile est envisageable et que cela peut exploser à chaque instant. Pour fin juin, Goebbels revient sur Stresser en disant qu'il met tout l'appareil politique dans sa poche et il l'appelle le dictateur du parti. Et Goebbels rajoute « Il n'est plus temps d'être prudent, il faut le contrer. Rassembler tous les gens loyaux, mettre en garde Hitler et le protéger. » Et il rajoute « Sous le masque de l'honnête homme, il met le parti en grand danger. » Donc voilà, cette vidéo est terminée.
J'espère que vous avez appris des choses et je vous souhaite une bonne journée.